C'est la dame qui m'avait appelé 2 jours plus tôt pour son fils, encore adolescent, qui m'accueillit. Elle me demanda d'ôter mes chaussures et me fit traverser la maison. Une maison saturée, encombrée par un amoncellement d'affaires du sol au plafond, un bric-à-brac de choses entassées. L'espace était confiné et seuls quelques chemins stratégiques étaient praticables. Il y avait une allée allant de l'entrée vers les sièges du salon, une allée allant de ces sièges vers la cuisine, et une autre allant vers l'escalier qui conduisait au sous-sol. Une fois installée, elle me répéta ce qu'elle m'avait dit au téléphone. Elle s'inquiétait pour son fils, Charles-Antoine, qu'elle n'avait pas vu depuis 7 jours car il était enfermé dans sa chambre. Cela était le cas depuis plusieurs années déjà, et il avait d'ailleurs été déscolarisé très tôt. Mais jusque-là, elle pouvait encore le voir lorsqu'elle lui apportait son plateau repas, par exemple. Elle s'était séparée du père de son fils quand celui-ci avait 8 ans, et elle avait perdu son travail lorsque Charles-Antoine avait décidé de ne plus sortir de la maison, puis progressivement de ne plus sortir de sa chambre. Il fallait que je m'occupe de lui, disait-elle, comme pour apporter une justification. Elle me dit que cette situation n'était plus possible, qu'elle aimerait retrouver un travail parce qu'elle arrivait enfin de droit au chômage, et qu'elle n'en pouvait plus de le voir enfermé dans sa chambre, de se sentir complètement dépendante, et surtout très récemment de ne plus le voir. Il hurle si gendre, me dit-elle. Je dois lui passer un plateau repas sur la porte entrebâillée et repartir. Avant de m'accompagner dans la chambre de son fils, elle me dit « Vous savez, il n'a vu personne à part moi depuis presque 5 ans. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais s'il était d'accord pour vous rencontrer, est-ce que vous allez réussir à me parler ?» Alors que nous arrivions devant la chambre de son fils, au sous-sol, elle m'ouvrit en me donnant un petit tabouret. J'entrai, elle ferma la porte derrière moi. Charles-Antoine était là, nu, recroquevillé par terre dans un coin de sa chambre. Il avait les cheveux, la barbe et les ongles longs. Je bégayai alors un « bonsoir », m'installai devant lui et lui dis « Est-ce que vous voulez vous couvrir ?» En réponse, il tendit doucement la main vers le lit, situé non loin de là où nous nous tenions, un lit impeccablement fait d'ailleurs, et sur lequel il y avait un plaid. Je l'attrapai et lui tendis. Il couvrit son corps, tout en continuant à me regarder, les yeux et la bouche grand ouverts. Dans mon titre, « Seul celui qui aime existe » est donc devenu « Seul celui qui haine existe ». Il suggère que je vais aborder ce colloque sous l'angle du rapport entre amour et haine et de ce qu'il peut y avoir d'essentiel dans la haine pour l'existence d'un individu. Je vais construire mon propos à partir de cette clinique que j'ai commencé à présenter, aussi parce qu'elle illustre bien la place extrême que peut prendre la haine dans le rapport entretenu avec soi-même et avec les autres. Dans l'évolution de la vie psychique, haine et amour sont des précurseurs qui jouent un rôle central dans la différenciation du moi et de l'objet. D'ailleurs, dans les phases précoces du développement, on ne parle pas rigoureusement d'amour et de haine, mais Freud, dans Pulsion et destin des pulsions, 1915, parle de 2 mouvements qui sont le haïr et l'aimer. Je cite, « Si pour commencer, nous définissons l'aimer comme la relation du moi à ses sources de plaisir, le sens originaire du haïr, quant à lui, désigne la relation au monde extérieur étranger qui apporte des excitations. Une des premières expériences fondamentales de haine est le moment du refus maternel, moment où l'enfant se rend compte que le manque d'objet, manque qui est source de déplaisir et qui le contraint ensuite à renoncer à la tentative de satisfaction par voie hallucinatoire, est en fait un écho direct à la position de l'objet maternel qui choisit de ne pas répondre. C'est ainsi que la mère s'impose à l'enfant comme sujet désirant un autre part et un quelqu'un d'autre. Tout en refusant d'accepter l'identification de l'enfant à l'objet de son désir, elle frustre les pulsions sexuelles qui lui sont adressées. C'est à partir de cette frustration, en réponse à ce refus, que l'enfant va réagir par la haine dont le but est de supprimer la sensation de déplaisir, la tension interne. La haine est donc au départ un mouvement d'annihilation de l'autre en tant qu'autre désirant. Théoriquement, ce mouvement est nécessaire car il est à l'origine d'un processus de séparation et d'individuation qui, par ce processus de différenciation par rapport à l'altérité, aboutit à la constitution de l'autre dans sa différence, à l'émergence du langage et de la pensée. En d'autres termes, aimer correspondrait à l'origine à la corporation de l'objet satisfaisant et source de plaisir
alors que haïr, ce prototype de la haine, serait lié à l'augmentation des tensions internes, à l'idée de l'insatisfaction et de déplaisir. Haïr en rejetant, en mettant à distance, en expulsant, c'est en même temps constituer l'objet en le différenciant du moi, ce qui est primordial pour distinguer le dedans du dehors, le moi du non-moi. La haine originelle est donc essentielle dans ce qu'elle sépare et différencie, alors qu'aimer tendrait plutôt à rassembler, à unir. Alors c'est dire que l'objet primaire est lui-même au principe de la haine. Freud précise. Les prototypes véritables de la relation de haine ne proviennent pas de la vie sexuelle, mais de la lutte du moi pour sa conservation et son affirmation. Donc la haine peut triompher, certes, en devenant le lien le plus solide, garantissant une continuité que l'amour ne saurait assurer aussi longtemps, mais la psychanalyse peut aussi redonner une place au dire et au désir subjectif.